Salut Virginie, tu vas bien? Ça va Yanis, merci. Bon, si aujourd'hui on est là, c'est pour parler un petit peu de toi, ton histoire. Tu vas raconter à tout le monde comment t'en es arrivé jusqu'ici aujourd'hui. On va repasser sur pas mal d'aspects de ta vie, notamment ton enfance, ton adolescence, le passage à la vie adulte, ainsi que tous tes choix professionnels que tu as fait et tes choix personnels aussi. On va en savoir plus. On va savoir comment tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Donc j'ai préparé pas mal de questions et tu vas nous dire un peu plus. Tout d'abord, on va commencer sur ton enfance. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance? Quels sont les souvenirs qui te viennent tout de suite quand tu penses à ton enfance? Mon enfance, quand j'y pense tout de suite, tu vois, je suis pas toute seule. En fait, on est deux. J'ai une sœur jumelle, Nathalie, et donc du coup, tu vois, dès la naissance et quand j'arrive au monde, voilà, ouais, il y a beaucoup de choses qui se font à deux. On est très complices, très liés. On fait tout ensemble. D'ailleurs, on est habillés pareil, et des fois, on nous mélange. Et d'ailleurs, j'en joue un peu. Et là où moi, tu vois, quand tu me poses cette question-là, je me dis tout de suite, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'un peu de la comparaison qui arrive très vite. Et je comprends des années plus tard que, tu vois, la comparaison, c'est quelque chose qui m'a construit avec à la fois des complexes de supériorité et d'infériorité et qui fait qui je suis aujourd'hui, je crois. Où des fois, j'ai super confiance en moi et à d'autres moments, pas du tout. Et la comparaison, tu dis qu'à cette époque-là, quand tu étais plus petite, c'était plutôt une source de motivation pour toi ou c'était plus en comparaison mauvaise, on va dire nocive? Disons que, tu sais, j'ai l'habitude de dire que pour moi, la comparaison, elle est dans la liste des cons de l'ego. Parce que c'est vrai que ben, elle m'a construit, en tout cas moi, je peux pas parler à la place de ma sœur, tu vois, dans quelque chose où j'avais toujours besoin de toujours en faire trop, en faire plus, pour prouver absolument que ben, je pouvais être meilleure qu'elle, parce que voilà, c'était cette éducation-là quand même. Et du coup, il y a plein de fois où je me rappelle de moments d'enfance où finalement, pour exister, moi en tant que Virginie, bah, il a fallu que j'en fasse beaucoup, 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 beaucoup. Alors aussi, c'est passé par euh, ben, des petites bêtises, tu vois. Typiquement, je me souviens d'un jour où on est à un baptême, je dois avoir 2 3 ans et que pour exister, je me mets à boire tous les verres de champagne qui sont posés là pendant que les adultes regardent un film. Et voilà, et ce besoin sans arrêt d'être, voilà, de me mettre en avant, en fait, ouais, en faisant un peu le pitre. À l'école, on était ensemble de la maternelle jusqu'à la terminale quand même. C'est pas rien. Et en fait, finalement, je suis vraiment dans un mode où j'ai toujours l'impression que ben, elle existe plus que moi, qu'elle réussit plus que moi à l'école, elle a des meilleures notes. Et donc, Et ben moi, ça te crée de la frustration, ça ou ouais, pas? vraiment. Et moi, pour me faire remarquer, ben, je me mets derrière, je me mets à rigoler, je raconte des bêtises, je fais rire les autres. Je suis un peu le cancre, quoi. C'est ma manière d'exister au monde quand je suis petite. Je suis très à l'aise dans le lien social, voilà, elle moins, et donc je joue de ça pour un peu prendre de la place et parfois du coup aussi l'écraser. C'est ce qu'elle me dira des années plus tard. Tout ça fait que voilà, on se construit dans un mode où je pense, en tout cas pour moi, la comparaison est plutôt néfaste parce qu'elle m'amène à avoir des comportements pas toujours adaptés. Elle m'amène à avoir un ego hyper visible, des fois aussi à mentir et à manipuler. Voilà, c'est faisant tout le travail après sur moi à l'âge adulte où je me rends compte de tout ça. Quelle valeur ou leçon importante as-tu tiré de ta famille ou de ton environnement quand tu étais petite? Je crois que quand rapidement, aussi quand j'arrive au monde, enfin dans mon enfance, de ce que je me souviens, c'est que je suis dans une famille où il y a 5 enfants et où c'est hyper important de réussir. Il faut réussir sa vie. Il faut réussir son métier. Il faut réussir sa vie professionnelle. Très rapidement, ma mère me fait passer l'idée que la vie est un combat. Tu dois être forte. Et
ce comportement qu'on appelle un comportement driver, hein, du coup, voilà, en gros, qui pose des conditions à l'amour et qui construit aussi l'ego. Au-delà de ce que je raconte juste avant, c'est vraiment, voilà, pour être aimé, sois fort, sois forte. En tout cas, pour moi, c'était ça. J'avais compris que pour être aimé, il fallait que je sois forte, il fallait que je réussisse. Euh, et, et finalement, ça, c'est une vraie leçon pour ma part. Et je crois qu'aujourd'hui, je me suis construite avec toutes les étapes que j'ai eues dans ma vie professionnelle, à être entrepreneuse, combative, voilà, sur plein d'aspects différents des différentes sociétés que j'ai pu créer aujourd'hui et des projets, voilà, qui ont été menés par moi. Donc tu dirais que le soi forte, il a vraiment été positif pour toi dans ce sens-là, dans Oui, le sens professionnel, non? oui, dans le sens professionnel, c'est une évidence. Par contre, je crois il m'a fait avoir un peu un masque social, et c'est une évidence, où dans le soi fort, il n'y a pas cette idée de pouvoir monter son état de vulnérabilité. Et moi, je crois que tous les gens autour de moi ont toujours pensé que j'étais quelqu'un, en effet, de très fort, que je montrais peu quand même mes émotions. Tu avais une carapace J'avais une tout le temps. carapace, que j'étais dure avec moi-même, des fois dure avec les autres. Donc par moments, c'est vrai que ça m'a pas toujours servi non plus. Ça a pu me desservir par moments. Aujourd'hui, en même temps, c'est ce que je suis aujourd'hui encore. Bon, où j'essaye petit à petit, je crois, par cette prise de conscience, d'amener un peu plus de fluidité, de douceur, et de pouvoir rentrer dans cet état de vulnérabilité sans que je me dise, ben, les autres vont penser que tu es faible, les autres vont penser que tu n'assures pas, les autres vont pas t'aimer comme ça. Accepter ses faiblesses et nos moments de faiblesse qu'on peut avoir dans la vie, quoi. Plus Tout les à fait. montrer pour pouvoir plus les résoudre, j'imagine. Voilà. Ok. L'un peut aller avec l'autre, en fait, hein. C'est pas forcément manichéen, soit ça, soit ça. C'est pas C'est que t'es ça. forte ou t'es pas forte, c'est peut y avoir un petit peu des deux, quoi. C'est ça. Comment est-ce que tu décrirais le rôle de l'ego dans ta jeunesse? Moi, tu m'en as pas parlé, tu l'appelles Georges, d'ailleurs, je crois qu'il est juste ici. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et comment est-ce qu'il se manifestait dans ton enfance? Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que il y a quelques années, quand j'ai voulu vraiment aller voir, je crois que c'est jusqu'à 35-40 ans, j'avance tête baissée, droit devant, sans trop me poser de questions, euh, sans trop me connaître. D'ailleurs, je ne sais même pas si je me connais vraiment aujourd'hui. Est-ce Voilà, qu'on se connaît même jusqu'à la fin de notre vie ou est-ce qu'on n'apprend pas toujours bien sûr. Moi, Je je crois pense qu'on qu'on apprend toujours à se connaître. Tu toujours vois, jusqu'à la fin de notre vie, hein. c'est une évidence. Hier encore, tu vois, je crois que j'ai encore appris de moi. J'ai eu besoin à un moment de venir faire ce travail sur l'ego, et si je peux te parce que des fois l'ego on ne sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, etc. Moi j'ai plutôt l'habitude de le définir comme étant une partie de nous qui arrive au monde très rapidement dans l'enfance, par rapport à des choses qu'on peut ressentir, et donc des blessures qui petit à petit s'installent totalement inconscientes, et qui font qu'à un moment donné, on va exister au monde avec des masques sociaux, et ça c'est notre ego, et où il peut être soit très visible, soit au contraire un peu invisible, selon voilà, les blessures qui sont là. Et pour moi, c'est ça l'ego, c'est vraiment cette partie de nous-mêmes qui est conditionnée à l'amour. Je peux être aimé que si, selon voilà, ce qui a pu être compris. Et dans l'ego, pour moi aussi, en effet, il y a toutes nos peurs et toutes nos croyances limitantes. Et en effet, ben voilà, moi, Georges, m'accompagne ben, tous les jours de ma vie, hein. Il est en moi et il est avec moi. Et à un moment donné, en tout cas, j'ai eu envie de pouvoir le matérialiser, parce que c'était important de lui parler et de lui donner sa juste place en moi. Et quand j'ai commencé, il y a une partie de mon travail qui consiste à expliquer tout ça, et j'ai voulu le mettre en scène et faire des spectacles. D'ailleurs, ça a été une vraie autothérapie, hein, je peux vraiment le dire aujourd'hui. Et du coup, voilà, je l'ai aussi matérialisé comme ça, et je lui ai donné un surnom. Et ce surnom, il était là quand j'étais petite, en fait, et c'est bien pour ça que je lui ai bien donné ce surnom. Et dans mon enfance, en fait, quand je te racontais que
j'ai vraiment, voilà, eu besoin pour exister de faire un peu beaucoup de bruit et que cet ego était hyper visible. En fait, il était très visible chez moi. Voilà, où j'avais besoin de briller, besoin de me faire remarquer, besoin qu'on me voie, beaucoup. Besoin de Euh, reconnaissance. Évidemment, besoin qu'on me reconnaisse et qu'on m'aime, hein, évidemment. C'était tout ça qui était lié. Et tu vois, ces conditions à l'amour, l'ego, il peut être comme ça. En tout cas, moi, il était vraiment construit comme ça. Et Est-ce qu'on peut dire que tu vivais par rapport un petit peu pour le regard des autres et pas vraiment pour ta personne à toi? c'est sûr, moi, de toute façon, je pense que tous les égos, à un moment donné, ils se colorient un peu comme ça, hein. On n'est pas par rapport à soi, on est par rapport à l'autre, puisqu'on pose des conditions à l'amour. Donc, c'est toujours par rapport à l'autre. Et le petit enfant, en tout cas la petite Nini que j'ai été moi, petite, si tu veux, qui cherche, on dit c'est caregiving, c'est-à-dire cette nourriture affective, parce qu'on peut être nourri que comme ça au début, c'est pour ça que l'ego arrive très vite chez l'enfant. C'est que si tu veux, on cherche le regard de l'autre, parce qu'on ne peut pas se l'amener soi-même. Mmh. Pour l'amour, on ne peut pas au départ. Ouais, quand L'enfant t'es ne peut petit. pas. Et donc, moi, j'ai vraiment été sur l'idée de vraiment, en effet, rentrer plutôt exister avec ma sœur sur un mode très compétitif. Parce qu'il y avait quand même nous deux, tu vois, c'était pas moi seule identité, c'était nous deux. Et il y avait vraiment cet esprit de compétition qui était fort et qui s'est construit dans mon ego. Et où à un moment donné, fallait que je sois meilleure, fallait que je renverse tout le monde, fallait que j'y arrive, coûte que coûte. Et je me souviens notamment dans notre enfance où rapidement, euh, avec ma sœur, on se retrouve à jouer au tennis et à jouer l'une contre l'autre. Alors au début, c'était pour s'amuser. Et puis ça devient plus du tout pour s'amuser parce qu'on commence à faire de la compétition réelle en tennis, où on fait, voilà, on monte les échelons petit à petit et où même tous les entraînements ne deviennent absolument pas du tout des choses pour s'amuser. On est vraiment l'une contre l'autre. Et du coup, moi, ma personnalité, une partie de moi et donc de mon ego, et Georges se construit vraiment comme ça, dans cette idée de compétition forte, et où même dans la famille, par rapport du coup à mes frères notamment, j'ai deux grands frères, ça se joue aussi comme ça à un moment donné. Et du coup, voilà, il y a des surnoms qui sont donnés dans la famille. Je passerai aussi les détails, mais en tout cas, voilà, à un moment donné, euh, mes frères m'appellent Georges, voilà, donnent aussi un surnom à ma sœur. Et on est là-dedans, dans cet esprit, beaucoup de compétition, tu vois, voilà, par rapport à ça. Euh, et où je suis sur un ego où Georges se manifeste à chaque fois pour aller encore plus loin aussi, pour se dépasser. Donc c'est pas que du tout, moi je crois pas que il faille absolument enlever son ego pour se sentir bien. Bien utilisé. C'est bien utilisé et que ce soit pas lui qui nous gouverne et qui nous conduise, tu vois. Voilà, moi je dis toujours à Georges, oh, reste au pied, ok, je sais que tu es là, mais arrête de me faire monter les épaules. Et voilà, je sais que tu existes et je sais que tu peux souffrir des fois aussi de ce manque d'existence et de reconnaissance. Ok, et je suis là et je rassure. Euh, je rassure très souvent Georges. Euh, et, et quand je suis petite, en tout cas, voilà, il se construit aussi beaucoup dans la persévérance, énormément dans la persévérance, dans des choses où vraiment je lâche rien, quoi. Et je me rappelle aussi de moments, du coup, dans mon adolescence, plutôt dans mon adolescence, où je me retrouve notamment une fois où ma sœur est qualifiée pour les championnats de France à Roland-Garros. Il n'y en a qu'une qui est qualifiée à chaque fois. Et évidemment, comme d'habitude, parce que j'ai jamais gagné contre elle en compétition, je, je suis dans les spectateurs et je ne suis pas en train de jouer et je rêve de jouer à sa place et je n'y suis pas. Et je me vois en train de l'applaudir et de me dire en même temps, mais en fait, j'ai pas envie de l'applaudir en fait. Moi, j'ai envie d'être à sa place. Et du coup, je fais tout pour être à son niveau.
voilà, ce que je suis parce que, voilà, on arrive à être à peu près au même niveau, même si à chaque fois elle a un classement au-dessus de moi. Heu et pour y arriver, je suis prête à tout et je me mets à vraiment quand même beaucoup, sur un terrain, à pas être sur une attitude OK, je le sens au fond de moi et c'est plus fort que moi et je me mets à tricher. On n'a pas toujours d'arbitre au tennis et je suis, je manipule beaucoup l'adversaire, je fais de la provoque, voilà, je tente des choses, bah, qui sont pas très loyales et qui sont pas dans le jeu et voilà et je me rends bien compte que là, c'est Georges qui est là très fortement et en même temps, c'est pas contrôlable et je vais là-dedans, quoi et que c'est des années plus tard où j'arrive à me l'avouer. La première fois que je fais le spectacle, je me souviens que, il y a mes amis, du tennis, voilà et que, ben, ils me ouais, ils sont surpris que j'arrive à dire au monde que oui, j'ai triché et que, voilà et que c'était pas OK. D'avouer, D'avouer que Georges a pu, oui, être là par moments beaucoup trop fortement, d'avouer que c'est une partie de moi et que oui, j'ai fait ça et que je crois que ça, c'est finalement, en fait, la première fois où j'arrive à aussi, oser, ben, me mettre un peu à nu de ça et des comportements qui sont pas toujours adaptés, ouais. y a-t-il des événements marquants dans ton enfance ou dans ton adolescence qui ont façonné la personne, que tu es devenue? Et quelles erreurs ou difficultés tu as rencontrées, jeune et qu'est-ce qu'elles t'ont appris? Alors je crois qu'il y a un événement très marquant, moi, dans mon enfance, qui a marqué d'ailleurs toute la famille, hein. C'est qu'à 12 ans, on rentre en voiture du tournoi de Roland-Garros d'ailleurs, où mes parents, tous mes frères et sœurs, avaient été voir et on est 7 dans la voiture, et mon père s'endort au volant et du coup, je me retrouve moi, il y avait pas de ceinture à l'époque et je me retrouve, du coup, projetée en avant et je suis scalpée, dévisagée et en fait, ben, tout le monde a très peur pour moi, que je meure. Ma sœur fait une énorme crise de nerfs, enfin bon voilà et je me retrouve, du coup à Vichy, en soins intensifs, pendant un moment ces 3 semaines d'hôpital, hem, sont très marquantes pour moi. Je comprends des années plus tard que j'ai sûrement fait, ce qu'on appelle un EMI, un état de mort imminent, c'est-à-dire, la conscience qui à un moment donné, sort du corps parce que, voilà, heu, il y a il y a ce moment entre 2, hein, on sait pas, voilà, c'est ce qui se joue encore, hein. Il y a plein d'écrits qui sont faits là-dessus et moi, c'est un film, hein, qui m'a fait prendre conscience que sûrement j'avais vécu ça et où je me rappelle, je me vois de haut, il y a des gens qui s'agitent autour de la voiture et et que, il y a quelque chose de très doux avec quelque chose une musique même, un son vibratoire que j'entends, très doux et lumière très blanche, voilà et où il est dit, à un moment donné, tu as plein de choses à faire passer aux gens et je me rappelle très bien de sensations, c'est plutôt des sensations qui sont là pour moi, où à un moment, j'ai l'impression de baigner dans l'amour, totalement, inconditionnel, que je comprends des années plus tard et où je comprends qu'il y a une autre partie que moi. Il n'y a pas que Georges, il y a aussi et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, Tilali qui est vraiment qui veut dire, en berbère, en fait, liberté et Tilali qui est cet amour inconditionnel, voilà, qui peut être là à plein de moments et que je vis à plein de moments, notamment dans ma vie professionnelle, voilà, à plein d'endroits et perso aussi et où je reprends une dose, comme si je reprenais une dose avant de revenir là et du coup cette période-là, bah, cet accident de la vie qui je pense est un vrai une
un vrai bénéfice pour moi, une vraie opportunité, me permet déjà énormément d'adoucir Georges. Je m'en souviens très bien à la sortie de l'hôpital, que je sens que je suis plus la même, que j'ai moins envie d'être dans le combat et que je suis déterminée par une chose, c'est devenir infirmière en réa. J'ai toujours fonctionné beaucoup, moi, avec des rêves. Et je faisais un rêve quand j'étais toute petite et que j'avais 3 ans, où je me voyais tomber dans un trou avec ma famille et que je les sauvais tous. Et du coup, cet accident de voiture, en fait, il y a quelque chose de l'ordre où, en fait, finalement, il se passe ça, quoi. Et que je suis déterminée voilà, à vouloir, moi, sauver, hein, faut être clair, je suis vraiment là-dedans. Et en même temps, en plus, il se passe quelque chose d'assez troublant pour moi à l'hôpital. C'est que je me mets, enfin, je me réveille. Et quand je me réveille, je suis toute seule dans cette chambre. Mes autres frères et sœurs n'ont pas le droit, et mes parents n'ont pas le droit de venir me voir. Et je suis toute seule autour de ces murs blancs. Et j'ai très mal au ventre et j'angoisse. En fait, je ne sais pas si je suis morte ou si je suis vivante, je ne sais pas si je suis encore là ou peut-être au paradis. Enfin bon, voilà. Les drogues sont là aussi et du coup me font un peu halluciner. Et j'ai très très mal au ventre. Et je sonne. Et l'infirmière vient plusieurs fois pour essayer de me rassurer. Il n'y a rien qui fait. Et à un moment donné de la nuit, elle vient vers moi et me dit j'enlève la sonnette. Et ce moment-là où finalement, en fait, je crie à l'aide, je crie au secours, je crie je suis pas bien, je crie je suis angoissée. Et que finalement, en fait, il n'y a pas de réponse. Je crois que du coup, ça vient complètement faire hurler à la mort Georges. Mais en silence, sans rien dire. Et avec cette envie, cette rage, hein, parce que j'avais la rage, hein, de devenir infirmière en réa pour que ça se passe autrement. Et que moi, je puisse répondre à toutes les demandes de tous les gens qui, après, je vais avoir pendant 10 ans en réa. Et que je vais être d'ailleurs assez insupportable, je pense, où je prends pas du tout de recul et où j'y vais à fond et où ce qui compte, c'est juste que il se réveille sereinement et que je fasse tout pour qu'il soit bien. Donc, comment est-ce que tu as vécu tes premiers grands choix, notamment tes études, ton métier, infirmière en réanimation que tu parlais, et aussi dans tes relations? Donc, déterminée évidemment, j'arrive infirmière en réa à 21 ans. Je suis très jeune, hein, et c'est mon premier boulot et je fais ça pendant 10 ans. Je me vois infirmière en réa à être le cow-boy de la réa, à nourrir Georges énormément par ces montées d'adrénaline sans arrêt qui sont là, qui me font kiffer, qui me challenge beaucoup parce que ça me demande, ouais, vraiment, le travail en réa est difficile parce que ça demande énormément de capacité d'adaptation, ça demande de bien co-réguler ses émotions, ça demande beaucoup de choses. Ça demande de bien s'organiser, ça demande d'être hyper rigoureux, ça demande d'être très rapide dans plein d'actions, ça demande de tac, tout de suite piger le truc. Ça, voilà. Et ça me challenge. J'aime ce challenge. En même temps, je me rends compte que plein de fois, je suis assez figée dans tout ça et je comprends pourquoi je suis figée dans des moments de réanimation parce que je pense que ça me renvoie à moi, ma propre histoire et ma propre histoire avec ma propre mort. Que j'ai pu sentir ce danger-là à un moment donné à 12 ans. Donc c'est costaud et en même temps c'est kiffant. Et en même temps j'ai l'impression que je répare énormément. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de suivi à l'époque où il se passe ça pour moi. Et où du coup j'avance, je continue à avancer. Je crois qu'encore plus d'ailleurs dans ma famille on me dit vas-y avance, sois forte quoi. Et du coup, j'y vais à fond et il y a zéro état de vulnérabilité, sauf dans les moments où je suis très touchée par les familles qui sont en deuil. J'y vais assez naturellement. Je les accompagne très facilement. Je fais même une formation en victimologie. Je fais plein de choses. Je touche les soins en réa. Voilà, je sens que j'ai besoin que j'ai besoin d'amener une autre dimension et j'y arrive à amener cette dimension humaine
Je pense que dans ces moments-là, je suis beaucoup avec Tilali, sans m'en rendre compte. Voilà, et Georges est hyper nourri, tu sais, je suis là, je me dis, waouh, c'est cool, machin et tout, voilà. Il y a quelque chose où je suis bien là, et en même temps, il y a plein de moments où je suis beaucoup trop là. C'est-à-dire, c'est beaucoup trop too much. Je me souviens être très en révolte contre les soignants qui sont pas dans cette même complètement dynamique que moi, où je me donne à 200%. Et j'accepte pas trop que les autres soient pas comme moi. T'acceptes pas qu'ils montrent pas leur Georges à eux, par exemple? Qu'ils sont pas Ouais, assez. puis ils sont pas sauveurs comme moi je peux l'être. Sauf que le sauveur, à un moment donné, je m'écoute pas du tout, j'écoute pas mes besoins. En plus, je fais encore de la compète de tennis à l'époque, donc je suis à fond avec tout ça. Et je pense que, pour en reparler avec des collègues que je vois toujours évidemment aujourd'hui et qui sont devenus vraiment des vrais amis, je suis quand même compliquée dans le milieu du travail parce qu'en fait, je supporte pas en plus l'imperfection. J'ai énormément de mal dès qu'il y a un décès. J'ai du mal à prendre de la distance. Je vais même jusqu'à les suivre jusqu'à l'enterrement. Enfin, je vais très loin, quoi. Et en même temps, en disant aux autres, non, non, mais je souffre pas. Tout va bien. Je suis à ma place, c'est OK. Jusqu'au moment où un jour, j'arrive en réanimation, il y a une salle de repos. Je me vois en train de dire aux autres, comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? Moi, je veux vraiment des réas, je veux du sang, je veux... Et en effet, il n'y a pas toujours des montées d'adrénaline tous les jours. Et je me vois en train de dire ça, et en même temps, je crois que là, pour le coup, c'est sûrement Tilali qui va bien me dire ça à l'oreille, hein, et qui dit non mais là tu déconnes, en fait tu veux le malheur des gens et la souffrance des gens juste pour nourrir ton petit Georges là. Je pense que c'est la première fois que Georges et Tilali se mettent en dialogue pour le coup. Et ça fait un truc, tu sais, hop, tu sais, cette petite voix qui vient de te dire ça et dit ah ouais là non. Pourquoi je fais comme ça? Pourquoi je Ouais, réfléchis comme ça? il y a un truc qui déconne quand même peut-être dans ta tête. Et donc je commence à me poser plein de questions et je me dis en même temps, quelques jours après, c'est très drôle d'ailleurs, je crois vraiment aux synchronicités, je fais une garde avec le chef de service à l'époque, Jean-Étienne Bazin, qui est un mec assez extraordinaire et qui si je pense, voilà, on n'avait pas eu cette discussion ce jour-là, je ne serais pas assise en train de te parler de ça, tu vois, je crois aujourd'hui, et qui me dit, je te verrais hyper bien faire de la sophro, de l'hypnose, et j'aimerais que quelqu'un se forme dans l'équipe, parce que je pense qu'il y a des choses à faire autour de ça pour apaiser les gens ici. Et je saute sur l'occasion. J'avais connu très rapidement un peu la sophro en compète de tennis, une ou deux fois en me disant waouh, cette sophro, c'est incroyable, il y a quelque chose. Voilà. Je me souviens que j'avais été vachement moins frustrée sur un terrain et un petit peu moins colérique juste le jour où j'en avais fait. Et du coup, je pars faire cette formation de sophro à Lyon. Je me bagarre un peu pour qu'elle soit payée par l'hôpital et j'y arrive. Et je pars 2 ans à Lyon. 2 ans qui ont changé ma vie. Il faut être clair, ça a été un changement radical. Je me souviens que j'arrive le premier jour de la formation à l'école de sophro. Et le formateur qui nous dit de fermer les yeux en position debout. Ça dure 8 heures, c'est hyper long pour moi. J'exagère, mais c'est très long. Je vois des périodes très longues où j'y arrive pas du tout à rentrer dedans et où j'ai hyper mal au cervical. Juste ça qui se passe, donc c'est vraiment pas confortable. J'arrive rien à voir quand il parle d'exercice d'imagerie mentale, je vois pas en fait. Je prends des années plus tard que c'est parce que j'ai un sens visuel qui est pas hyper développé. Je sens rien. Et je comprends qu'en fait les sensations ont été coupées depuis très longtemps en lien notamment avec l'accident de voiture et pas que. Et c'est difficile pour moi et je lutte énormément. Donc là, je lutte contre moi. Je lutte plus contre les autres, c'est un autre mouvement, mais je lutte contre moi. Et Georges se débat comme il peut. Je suis un peu provocatrice même dans la promo d'ailleurs, voilà. Mais je tiens parce que, en fait, on lance très très vite une étude clinique en réanimation grâce à du coup Jean-Étienne et à Jean-Michel, un autre médecin, sur des patients qui ont du mal à respirer et où voilà, je lance cette étude, j'arrive en plus, voilà, pareil, à faire que, je vous parle de ça, c'était il y a 25 ans, je te parle de ça il y a 25 ans à l'hôpital, donc tu penses bien que la sophro, c'était quand même compliqué de la mettre en place. Et j'arrive à le faire aussi, ça financer l'étude. Et je vois les résultats très vite.
C'est-à-dire qu'en fait, donc, tu sais, les patients, en réa, ils sont scopés. Donc, on voit leur fréquence cardiaque, leur fréquence respiratoire, leur tension artérielle. Je fais des mesures de gazométrie pour voir aussi comment les échanges gazeux. Et je me rends compte à quel point, sans ou avec la sophro, c'est plus du tout la même chose. Et, et donc, j'arrête pas de me dire, c'est génial, j'ai trouvé un super truc. Ça marche pas sur moi, mais ça marche vachement bien sur les patients. Donc, je continue. L'étude clinique sort des résultats incroyables qui sont publiés sur le journal officiel. Je suis baignée par la sophro. Je sens qu'il y a des choses qui se passent. Même pour moi, à un moment donné, je sens quand même qu'il y a des choses qui se passent. Même si j'arrive pas trop à les dire, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Mais je comprends pas tout. En fait, à l'époque, je comprends pas tout ce qui se passe sur moi. Et du coup, je fais cette étude. En même temps, c'est l'époque, donc là, j'ai une trentaine d'années et je tombe enceinte. Je finis l'école de sophro, je suis enceinte de ma fille, qui va être baignée du coup par la sophro, pour le coup, dans la vie embryonnaire. Et donc je suis obligée de m'arrêter, je reviens, je finis l'étude, et je rêve que d'une seule chose, moi, c'est que j'ai un poste de sophrologue uniquement en réa et sur la salle de réveil. C'est ce que eux aussi, chefs de service. Et là, en fait, on se confronte à des directeurs qui refusent catégoriquement. On tombe en plein dans les 35 heures de la fonction publique hospitalière, donc ils disent, vous rigolez, on ne fera jamais ça. Et puis l'étude, en fait, finalement, d'ailleurs, on a parlé il y a à peine 3 jours avec Jean-Étienne, que j'ai pu revoir et qui sera bientôt au congrès de santé intégrative. C'est vrai qu'on a un regret à un moment donné pour qu'une étude soit vraiment valide complètement, il faut qu'il y ait au moins 60 patients témoins et 60 patients qui sont faits dans l'étude, et moi j'en ai 40, et donc on va pas au bout. Et alors même si on a des résultats incroyables, voilà, elle n'est pas complètement validée. C'est sûrement un regret. Et c'est surtout qu'en fait, au moment où on m'annonce que je vais pas pouvoir être sophrologue à plein temps, j'en ai marre. En fait, j'ai une petite fille qui est petite et que je vois pas beaucoup parce que je fais beaucoup d'heures sup. Et je décide de quitter l'hôpital du jour au lendemain. Je balance ma blouse et je dis c'est fini. Donc un peu une prise de décision très hâtive. Je pense que c'est Georges qui activait là à ce moment-là, qui peut-être trouve ça un peu injuste. Voilà, je pense que l'injustice est là à ce moment-là, peut-être c'est cette blessure-là. Sûrement aussi beaucoup la trahison, je pense. Voilà, on m'avait promis des choses et ça vient pas. Et donc du coup, voilà, la réaction primaire, c'est colère, je pars et je claque tout. Georges qui dit je m'en vais. Voilà. Et là, je me retrouve à n'avoir rien préparé du coup sur mon départ, quand même, pas beaucoup. Et j'ai 30 quelques années, 31, 32, hein, et je me retrouve un sophrologue en libéral à Rion, et où en même temps je me dis ça va aller, tout va aller, et où je me dis c'est bon, je peux trouver un boulot d'infirmière en intérim, c'est ce que je fais. Voilà, en maison de retraite, je vois des trucs d'ailleurs qui me plaisent pas du tout, bref. Genre je me mets bien en révolte là encore, et contre les autres, où je suis une période où à la fois j'ai lâché la fonction publique hospitalière, c'est dingue, je pensais faire infirmière en réa toute ma vie, c'est pas du tout ce qui se passe. Et en même temps, je suis très sereine parce que je me dis c'est un nouveau challenge, et genre j'ai activé de ça, de ce nouveau challenge. Et je suis contente aussi de me sentir libre. Et je pense que Tilali se sent aussi un peu libre. Et voilà, et où je me dis je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et il n'y aura plus personne qui me freinera. Et je vivrai plus aussi non plus les acharnements thérapeutiques qui m'allaient plus du tout à la fin en réanimation. Et où je me sentais très mal de ça. Mais pas en accord avec mes valeurs. Parce que la sophro m'avait fait prendre conscience de ça. Et je suis infirmière libérale, et je suis en même temps sophrologue libérale. Et j'ai la plaque, et j'arrête pas de dire j'ai la plaque. Ça y est, j'ai la plaque. Il y a quelque chose de dire ça me sécurise, j'ai la plaque, quoi. Tu vois, c'est marqué sophrologue, voilà. Et en même temps, rapidement, je me retrouve un peu affolée, un peu. Et là, pour la première fois,
je me dis: «Ah ouais, je ressens des sensations quand même un peu inconfortables, d'angoisse, de peur», où, mon bureau tout au début, il est blanc, il a les murs blancs et c'est longtemps après que je me dis: «Ah bah oui d'accord, le cerveau droit fait le jeu des associations» et c'est comme je me le trouvais dans ma chambre d'hôpital, quoi, et seule, Ah, comme à tes 12 ans. comme à mes 12 ans. Parce que à mes 12 ans, quand je me retrouve seule dans cette chambre d'hôpital, ce qui m'angoisse le plus, c'est parce que je suis seule et que c'est la première fois que je suis seule et que ma sœur jumelle n'est pas là. La première fois que je suis coupée d'elle, hein, Tu te retrouves face à toi-même et seule. Et en fait, ce sentiment d'abandon qui me jalonne pendant des années et qui aussi est là aussi avec Georges, hein, tu vois, parce que Georges, dans sa coloration et dans ses blessures, mais je comprends des années après, il y a ce Georges très visible qui se met souvent en colère contre un système, contre quelqu'un, contre, voilà. Et il y a ce Georges aussi très dépendant, en lien avec cette peur de perdre le lien et cette blessure d'abandon, et qui, Georges, aurait tendance à se plaindre, à s'accrocher aux autres physiquement, etc. Il y a aussi ça. Et du coup, quand je me retrouve toute seule sophrologue libérale, je sens ça. Je sens vraiment cette angoisse qui monte et où je me sens vraiment par moments très seule. Et donc, évidemment, qu'est-ce que je fais? La réponse à ça, c'est eh ben, je fais tout pour créer des liens, je fais tout pour fédérer les gens autour de moi, je fais tout pour aller dans plein de réseaux économiques divers et variés, voilà, pour apaiser cette partie de moi. Je fais tout pour aussi, et finalement, en fait, ça m'aide, hein, tu vois, quelque part. C'est que j'arrive d'abord très très bien à le faire et j'arrive aussi à me dire, ok, ne reste pas que dans ton cabinet de sophrologue libéral, va voir ce qui peut être fait aussi à l'extérieur et de pouvoir retrouver peut-être en trouvant une équipe, d'être sophrologue dans une structure, parce que c'est ça qui te permettra aussi de réussir. Parce qu'il y a aussi ce Georges-là qui dit, il faut que je réussisse, hein, à tout prix, hein, Toujours la réussite. bien sûr. Et donc, bah, me voilà partie avec mon bâton de pèlerin et je suis sophrologue en maison de retraite pendant 1 an, à mi-temps, salariée. Quand on y pense, c'est dingue parce que voilà, c'était il y a 20 ans, quoi. Et ça le fait. Et je forme une psychologue et une animatrice pour qu'elle soit autonome après, au bout d'1 an. Après, j'ai 4 ans incroyables où je suis donc sophrologue libérale. Mon cabinet commence à bien marcher parce que je pense que j'y mets beaucoup de cœur. Je pense que Tilali est très souvent là. Je pense que là, Tilali vraiment se positionne quand même assez fortement. Où j'arrête pas de dire d'ailleurs que j'aime tous les clients qui viennent me voir, hein. Et que je pense que je leur fais du bien, vraiment. Même si par moments je suis 10 fois trop sauveuse, encore une fois. En tout cas, voilà, je leur fais du bien. Et, et je deviens sophrologue consultante dans un cabinet de conseil et de formation d'entreprise où j'apprends le langage de l'entreprise parce que pour moi, il est hyper important à apprendre parce que moi, je ne le connais pas, ce langage-là. Par contre, il m'attire parce qu'il y a aussi là du challenge, du défi, des montées d'adrénaline. Il me rappelle quand j'étais sur le terrain de tennis, il me rappelle plein de choses. J'arrive à faire le parallèle d'ailleurs. Et j'amène les chefs d'entreprise à aussi se dépasser eux-mêmes. Donc je monte des formations, je me forme à des outils de coaching, il y a plein d'autres choses. Je monte des ingénieries pédagogiques, voilà, et je m'éclate. Je bosse beaucoup, peut-être trop. J'en oublie un peu ma fille. L'équilibre familial en prend un coup, et du coup, divorce, et ça, j'ai 35 ans. Et là, de nouveau,
le sentiment de solitude arrive assez vite, à 35 ans, où je me retrouve, je me souviens, dans cet appartement un week-end sur deux, seule, sans ma fille, et où j'angoisse, et ça revient encore. Et d'ailleurs, il y a des murs blancs, et où ça me rappelle ça, et où je suis pas forcément très bien, et où du coup j'ai besoin de remplir, parce que je comprends des années plus tard que juste pour pouvoir arriver à passer ce sentiment de solitude, j'ai besoin de remplir, donc je me remplis des agendas, je me remplis des rendez-vous, je me remplis de beaucoup de liens aussi d'amis, être capable de faire 3 soirées dans une. Voilà, et je vis comme ça, et où même aussi je reprends beaucoup le tennis en compétition. Et je me souviens faire les championnats de France, on dit vétéran, à 35 ans, de même gagner un titre en double, pas du tout prévu, et où même ça, en fait, j'arrive à me dépasser là-dessus, et où je pense que je pense d'ailleurs, entre guillemets, le fait d'avoir souffert quand j'étais petite de voir ma sœur jouer, ben voilà, j'y arrive et je vais à Roland, Tu quoi. reprends ta revanche Ouais, des années plus tard. ouais, des années plus tard, à 35 ans. Et où je sens que Georges peut me permettre de me dépasser énormément, en fait. C'est-à-dire, j'ai plein de revanches sur la vie, quoi. Et au niveau professionnel, euh, voilà, j'y vais à fond. Je sens que j'ai une énergie de dingue, complètement. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, par rapport à la moyenne, si tu veux, des gens classiques, qui est beaucoup plus importante. Euh, voilà, et où je peux arriver à faire 14 heures de travail par jour sans que ça me pose aucun souci. Et où j'ai toujours envie d'y mettre de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Donc je me construis comme ça, et donc du coup j'ouvre ma première société qui s'appelle Mental Cap, après derrière, parce que du coup je me dis ben c'est bon, j'ai l'expérience, je peux y aller, et où je vais dans les entreprises, et où Mental Cap c'est de la confiance à la performance, et où je suis plein chef d'entreprise et des entreprises diverses et variées sur de la formation pour les RPS, les risques psychosociaux, et voilà, et je rentre là-dedans, dans des plus grandes multinationales, sans citer la Clermontoise, mais comme dans des petites TPE. Et je m'éclate à faire ça. Et puis j'ai toujours mon cabinet libéral. Et à un moment, bah, comme j'en ai jamais assez, qu'il faut quand même remplir, que voilà, que genre, je suis construit comme ça, je me dis, ben, en fait, finalement, j'ai envie de transmettre fortement. Et j'avais refait une école de sophrologie et de programmation neurolinguistique qui était mélangée, à un moment où j'étais d'ailleurs un peu limite burn-out, hein, pour le coup. En tout cas, je travaillais beaucoup. Euh, mais je dis toujours à tout le monde que moi, pour moi, je passerai pas par là, parce que j'ai toujours cette conscience quand même aussi que, bah oui, c'est important aussi de mettre du fun, de s'amuser, d'avoir des moments aussi. Et je pense que j'arrive quand même à les avoir, de rien dans tout ça. Euh, et du coup, et puis je subis rien. Moi, ce que je fais, c'est que par passion, et j'aime ce que je fais, quoi. Et du coup, je monte la première école de sophrologie en Auvergne. Donc, où il n'y a pas que de la sophro, et où il y a plein d'autres choses. J'ai envie de transmettre toutes mes expériences. Donc, quelque chose d'assez atypique, parce que j'ai besoin que ce soit différenciant. Je pense que de toute façon, j'ai besoin que ce soit différenciant, ça c'est sûr, ça fait partie de moi aussi. Et je me souviens de la créer en un été. C'est-à-dire, ça y est, tac, un jour je me lève, j'en ai rêvé, j'ai l'idée, tac, je le mets en place. Action, réaction. Ouais, Direct. direct. Et dès la première année, j'ai du monde. Et en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est que moi, je crois que la vie, elle est remplie de... En fait, pour moi, une vie réussie, c'est quand tu arrives à sentir que les rencontres que tu fais, ça va être des opportunités. Et moi, je crois beaucoup aux rencontres, énormément. Euh, et à tout ça, et faire attention aux signes, quoi, tu vois, pas passer à côté de ça. Et, et,
Je rencontre cette femme, Elke Coinon, qui a cette école de sophro-PNL à Chambéry, et qui me dit un jour, vas-y, monte ton école à Clermont. Et je crois que je m'étais jamais autorisée, je le rêvais, mais jamais personne m'avait donné l'autorisation à vraiment le concrétiser. Et elle fait ça en me disant, tu peux utiliser tous les docs que j'ai, je ne dirai jamais rien, et c'est juste incroyable. Donc je monte cette école en 2014, à Rion, où j'ai en même temps créé en plus un pôle médical, où voilà, je peux le faire là-bas, et on est plusieurs dans ce pôle, et donc, du coup il y a une petite salle pour moi. Et j'y vais, et ça cartonne d'entrée. Et ça cartonne très très fort dès la première année. Et là, je me revois avoir des étoiles dans les yeux. Et là, Georges est complètement suranimé. Et quand Georges est suranimé, évidemment, ce que je te disais, c'est que Georges suranimé, des fois, c'est too much. Et donc, la deuxième année, j'en fais des caisses. Et j'en fais trop des caisses. Je me retrouve à partir en voyage avec Arnaud Rioux, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré et qui œuvre encore sur le développement personnel et spirituel. Et ça me porte énormément et ça me transforme, ce voyage dans le désert marocain, en tant que participante. Et en revenant, je vais assez loin. J'ai envie de leur partager un moment de tambour chamanique, mais qui va trop loin dans là où ils en sont, et pour moi, et même là où j'en suis, pour être clair. Et du coup, je leur fais peur. Et je me revois monter sur une chaise. Je les invite quand même dans un super hôtel 5 étoiles à Roya, en Princesse Flore, et monter sur une chaise avec du champagne. Ok, souvent j'avais trop bu, mais quand même. Voilà, je le dis quand même. Et là, je suis là et je dis, on va ouvrir les consciences, changer le monde. Et en fait, parce que j'y crois tellement, parce que je crois tellement à ce que je fais, je vois tellement des transformations, parce que c'est pas tout de dire j'ai réussi, j'ai du monde dans l'école, c'est que je les vois se transformer intérieurement et je me dis, ouais, mon truc, ça marche, quoi. En fait, j'arrive à ce que les gens, au bout de 12 mois d'école, parce qu'ils font évidemment tout le travail d'introspection, parce que moi, je suis persuadée qu'ils vont être bons sophrologues s'ils arrivent à avoir une vraie transformation intérieure et donc une posture de praticien qui est juste. Et donc, je dis, voilà, ouais, c'est de la bombe le truc que j'ai créé. Et donc, Georges est complètement surexcité. Et donc, c'est ce qu'il, voilà, il dit ça, tu vois, il dit, voilà, on va changer le monde, ouvrir la conscience. Mais eux, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce gourou qui arrive dans leur, voilà, là, quoi. Ce que je peux comprendre maintenant. Et donc, sur une des promos, il y a dénonciation, démission, etc., etc., justice, enfin, il cherche à aller en justice avec moi, il monte des dossiers, etc. Et j'ai une peur, panique. J'ai l'impression que je vais tout perdre. Là, c'est terrible. C'est terrible. Là, vraiment, je me sens, je pense, autant angoissée qu'au moment de l'accident où les gens ne me portent plus. Enfin, voilà. Et à cette période, je rencontre une femme incroyable, encore une fois, sur mon chemin, Maïli. Et c'est elle qui m'amène à commencer le travail sur mon ego, à me faire comprendre des choses. Et, et, et j'accepte, à un moment donné, de me dire, c'est pas possible, je viens de prendre un mur énorme, je peux plus fonctionner comme ça. Je dois absolument comprendre ce qui se passe en moi. Je dois faire ce travail sur l'ego, même si c'est douloureux, parce que ça l'a été à plein d'endroits, et ça l'est toujours des fois, bien sûr, évidemment, parce que je crois qu'on n'est jamais arrivé. Et du coup, je me mets à demander un audit des personnes qui étaient avec moi, parce que dans l'école, il y a toujours une personne ressource, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour accompagner les libérations émotionnelles. C'est souvent un ancien élève qui suit la promo avec moi, et voilà, et qui est avec moi vraiment tout du long, dans la co-animation et la co-régulation, on va dire, de toute cette transformation. Et je demande, je dis, dites-moi ce qui va et ce qui ne va pas. Je veux un rapport complet. Je veux pas que je veux que vous soyez complètement transparent avec moi. Moi, maintenant, j'ai besoin d'aller vers qui je suis vraiment. Et ça va me faire du bien.
et j'arrive à, du coup, petit à petit, euh, reconnaître vraiment Georges. Et c'est à partir de là où j'écris le spectacle, c'est à partir de là où je lui donne un surnom à Georges, c'est à partir de là où je comprends que il faut pas que je sois contre lui. Au début, quand je le reconnais, il y a une période où je suis un peu contre Georges, hein, quand même, hein. À l'intérieur de moi, ça se bouscule pas mal. Et après, je comprends qu'en fait, il faut que j'arrive à l'aimer autant que Tilali. Je comprends que c'est super important ouais, de me reconnaître entièrement. Que les autres aussi me reconnaissent comme je suis vraiment. Ouais, avec ce Georges qui peut être tellement débordant. Et qui en fait des fois des caisses. Ce Georges qui des fois se plaint et se raconte des histoires de dingue. Ce Georges qui est sauveur et qui au fond de lui aussi, je pense, a une colère terrible et qui ne s'est jamais autorisé à sortir. Voilà, et je commence à accepter, à apprendre à l'aimer complètement et être plus juste dans ma manière d'être au monde et du coup de surtout être avec les élèves de l'école parce que s'il y a une chose, je crois, aujourd'hui, au bout de 10 ans d'école qui est là, c'est que j'ai une énorme gratitude et reconnaissance vis-à-vis des gens, des personnes qui ont été avec moi à l'école, que ce soit les formatrices, que ce soit les élèves. Euh, c'est vraiment, je pense, eux qui m'ont amené à petit euh, euh, être sur le chemin de la guérison de mes blessures, je peux le dire comme ça. Et donc peut-être d'être un peu plus juste dans qui je suis. Euh, voilà, et aujourd'hui, à 50 ans, je crois de plus en plus que je suis capable d'aller vers qui je suis vraiment. Après, il y a Mali qui dit une phrase très juste, je trouve, euh, parce que j'en suis là en ce moment, c'est qui sait ce que nous avons à vivre pour devenir celle ou celui que nous sommes vraiment. Et, et voilà, et je crois que la vie, c'est quand même un sacré bordel. Et en même temps, je crois que c'est ça qui fait que inconditionnellement je l'aime. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et et qu'il y a beaucoup de choses qui ont énormément bougé cet été pour moi. Je pense qu'il y aura un avant et après 50 ans, c'est sûr. En tout cas, été 2025. Euh, où, encore une fois, j'ai beaucoup appris. Ça a été un vrai déchirement de me séparer de mes salariés par rapport à ce que j'ai expliqué là, tu vois. Et de reconstruire autre chose avec une autre équipe, une autre dynamique, voilà. Et je sais juste qu'aujourd'hui j'ai envie de me laisser quand même pas mal surprendre par la vie, là où ça va me mener. Peut-être en étant de plus en plus capable de montrer aux gens qui sont chers pour moi mon état de vulnérabilité et que ça ne veut pas dire que, que voilà, ils vont plus m'aimer. Je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui. Tu t'arrêtes jamais en fait. Mm. Tu t'arrêtes jamais. Tu as tout le temps envie de lancer de nouveaux projets. Il n'y a pas de stop, pas de ralentir avec toi. Zencap, où est-ce que ça en est? Quand est-ce que tu as créé cette société Zencap? Ouais, c'est Et vrai. pourquoi surtout est-ce que tu l'as créée? Ouais, Zencap, j'en parle pas. En fait, Zencap, c'est en moi depuis longtemps. Zencap, en fait, ça a été une évidence, si tu veux. En fait, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, quand je crée Sophrocap, c'est vrai que je suis beaucoup sur l'école de formation, je suis beaucoup en formation, et peut-être qu'en fait, à un moment, je suis un peu moins dans la pratique et sur le terrain. Il y a cette rencontre avec Arnaud Rioux, il y a ce désert marocain, et ce désert marocain, pour moi, je vais y lâcher une colère énorme.
pour la première fois de ma vie. Et quand je te dis que je pense que, et encore aujourd'hui, il y a de la colère en moi qui n'est absolument pas encore du coup libérée, dans le désert marocain, elle sort. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais en tout cas, quand je reviens, il y a un poids en moins énorme, je me sens beaucoup plus légère. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me dis, waouh, non mais là, il faut que j'emmène des gens dans le désert marocain. Moi, je suis tout à fait capable de le faire, donc voilà. Et je me mets à organiser des déserts marocains. Donc ça fait 10 ans que j'emmène des gens là-bas, grand public et les élèves de l'école, où je leur laisse la priorité là-dessus, 3 fois par an. Et quand je vais là-bas, ce qui est très étonnant, c'est que les élèves de l'école me renvoient le fait de oh, non, mais t'es pas du tout la même quand t'es là-bas, ça n'a rien à voir. Eh ben oui, je suis plus avec mon masse social, mes masses sociaux, parce que j'en ai plusieurs. Je pense que Tilali est très profondément là-bas. Je suis très reconnectée à elle très vite parce que j'ai plus tout ce matériel, tu vois, déjà autour. J'arrive très vite à m'aligner très fortement quand même là-bas. Et je sens que tout est simple. Donc, et donc en fait, Georges a beaucoup moins besoin d'exister très fortement là-bas, quoi. C'est voilà, c'est C'est ton havre de paix. ouais. Et, et du coup, c'est 3 voyages par an qui, pour le coup, sont absolument pas des vacances, mais m'amènent à être, ouais, peut-être beaucoup plus dans la sérénité. Je vois les transformations que je peux faire sur les gens. C'est-à-dire, ils n'arrêtent pas de me dire, on ne revient pas comme on est parti, et ça dure dans le temps. Et donc, je me mets à expérimenter en plus là-bas des marches conscientes, socratiques, qui ont vraiment du sens pour moi. Et voilà. Et maintenant, j'ai l'habitude de dire le désert est un de mes bureaux et j'adore, quoi. Voilà. Et donc, ZenCap naît de là, en me disant ça peut être bien que quand même je le mette en avant un peu plus. Il y a 2 ans. Donc, ZenCap est né il y a 2 ans. Et où j'ai aussi voulu redévelopper de plus en plus et de revenir sur le terrain, sur la préparation mentale. En fait, comme j'ai lâché un peu, moi, ma partie sportive à moi, de compétitrice, tu vois, du coup, j'ai envie de revenir à ce monde-là que j'adore. Mais peut-être, du coup, en étant, voilà, tu vois, moi, plus dans cette partie du coaching mental. Et petit à petit, je me retrouve à avoir des belles opportunités, notamment avec le pôle Perche France qui est à Clermont, et où il se construit un vrai lien de confiance avec Phil Lancos et avec l'équipe, et où je prends énormément de plaisir aujourd'hui à accompagner ces jeunes qui sont aussi en souffrance, qui montrent des masques égotiques aussi qui sont durs et que j'ai envie d'accompagner. Et puis, je me retrouve à aussi accompagner dans le sport que j'ai toujours fait, dans le tennis, et j'adore. En plus, Georges est hyper content parce qu'on a des résultats de dingue. Avec l'équipe depuis 35 ans, on gagne les championnats de France. Voilà, et on gagne les championnats d'Europe. Et ça, c'est un truc incroyable qui arrive. Tu vois, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, bon, voilà, je ne sais même plus, tu vois. Et, et où c'est une aventure extraordinaire et où je me dis, en tant que coach, je mène des choses aussi qui sont chouettes. Et, et donc, du coup, je suis après, en même temps, enfin, dans la même période, Alice Tubello, qui est une joueuse de tennis, qui est qui était jusqu'en 200 mondial et puis là, qui est en train de remonter après une blessure. Et ça aussi, ça me plaît énormément. C'est-à-dire d'être au contact très proche et très, mine de rien, tous les sportifs de haut niveau me livrent des choses de l'ordre de l'intime, où j'aime aller avec eux. Parce que c'est ça qui me plaît dans la relation, et de pouvoir ouais, créer des vraies alliances de confiance, quoi. Et donc, où je cherche pas avec eux du tout. D'ailleurs, comme moi, ça a pu être à l'époque, à tout prix, être dans la performance, le résultat à tout prix. Au contraire, chercher
leur équilibre émotionnel, mental, dans ce déséquilibre dans lequel ils vivent tous les jours. Parce que pour moi, une vie de sportif de haut niveau, c'est une vie de déséquilibre. Ils sont dans la performance et en faire plus tout le temps. Oui. Et comme tu as pu voir au dernier tournoi avec Alice, finalement, des fois, c'est pas en faire trop qui. C'est La ça. phrase que tu avais utilisée, c'est quoi Et bah, que moins j'en faisais, mieux c'était avec elle. Alors ça dépend aussi des sportifs, mais quand même, c'est vrai que souvent, c'est des égos qui sont hyper challengés, hyper visibles. Ils sont déjà remplis, tu vois, de trop. Donc l'idée, c'est d'arriver à les libérer de beaucoup de choses plutôt que de les remplir de encore un truc qui va plutôt, à mon avis, pas les aider. Après, ça dépend des profils aussi. Mais bon. Je sais pas si on peut en faire une généralité, mais quand même. Donc voilà, donc ZenCap, c'est ça. Et puis il y a ce congrès de santé intégrative. Oui, comme s'il n'y avait pas déjà beaucoup de projets, tu t'es dit, si je faisais un congrès sur la santé intégrative. Ouais, Là, du alors, coup, c'est la 4e édition. ouais. Et du coup, la genèse de ce congrès, Oui. je crois qu'elle vient du fait que c'est vrai que j'ai pas raconté ça, tu vois, tiens, c'est bizarre que j'ai omis ça, sans y réfléchir. Il y a ce Covid qui arrive, il y a 4 ans, 5 ans même maintenant, 2020. Hein. Ça passe à une vitesse de dingue. J'ai l'impression que c'était hier, tu vois. Et donc l'école ferme, évidemment, puisqu'on ne peut plus. Et alors là, moi, c'est terrible, hein, parce que je me retrouve sur mon canapé à Rion, mur blanc, angoisse, insupportable. Je tourne en rond pendant 3 semaines. Je me vois avec Louane tourner en rond, tu vois, voilà. Être là et être démunie. Je commence à écrire, je voulais écrire un livre à l'époque. J'y arrive pas. J'arrive pas à me poser, c'est compliqué. Je suis pas du tout angoissée par le Covid. Hein. Je suis angoissée par le fait que moi, Tout s'arrête. tout s'arrête. Et je vois bien sûr à la télé des reportages sur l'AREA en me disant mais c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose avec ça, quoi. Et donc je rappelle mon ancien chef de service qui est à la Salpêtrière à Paris et je lui dis Jean-Michel, est-ce qu'il y a besoin d'aide à Paris? Et il me dit oui, c'est pas de refus. Et quand il disait ça, Michel, il paniquait pas pour grand-chose. Je me suis dit, ah oui, ça doit être vraiment la mouise quand même. Et voilà, et me voilà prenant le train, acceptant d'être en fort Covid et partir à Paris. Donc je fais plusieurs missions. Je fais une première mission de 3 mois et une deuxième mission de 3 mois sur le deuxième confinement. Tu vois, en parlant encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotions. C'est pour moi... Donc attends, le monde s'arrête. Oui. Toi, tu n'avais rien à faire à part patienter, mais tu ne pouvais pas. Oui. Donc tu es parti à Paris pour travailler, pour prendre le train, oui. pour aider parce que tu pouvais pas. Oui. Ok, tu m'as dit ça, j'étais pas au courant. Okay. Et dans le train, je me souviens, je peux te dire que Georges se planque sous le siège, mais tu sais, en plus je lui parle, je suis un peu toquée hein, quand même, et planquer dessous là et dire ah non mais t'es complètement taré, tu montes là-haut, en fait tu te souviens plus du tout des gestes de réa. Parce que j'accepte la mission, mais sans savoir ce que j'ai à faire. Hein. Et en me disant, ça fait plus de 15 ans que tu n'as pas été infirmière. Donc je ne me souviens de rien, aucun geste de réa. Je suis là et je panique de ça. Je panique pas du tout de choper le Covid ou quoi. Pas du tout. Et je me dis, mais je ne vais pas du tout être compétente, je ne sais plus faire. J'appelle une copine, je me souviens, où je lui dis, s'il te plaît, Marie-Jo, essaie de me dire c'est quoi les gestes qu'on doit faire en réa et tout, machin. Mais j'arrive pas à la voir, je lui laisse un message sur son portable et j'arrive pas à la voir et je panique, mais c'est dingue quoi. Et je me souviens arriver, donc j'arrivais directement dans le service, hein, le jour J. Donc j'arrive à la gare de Lyon, alors déjà t'avais des militaires de partout, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, on est vraiment en guerre, ouais, ce truc, t'as personne, c'est dingue. Paris, y a personne, c'est hallucinant, pas un bruit. Enfin, c'est assez... C'est lunaire. C'est lunaire, c'est un peu angoissant. Et me voilà arrivée à Saint-Antoine, puisque je suis affectée à Saint-Antoine. Je rentre dans cet hôpital de la PHP. Elle me dit, ouais, c'est quoi ce truc délire? C'est tout sale de partout. J'ose même pas appuyer sur les boutons pour prendre l'ascenseur. Il n'y a personne qui m'accueille et j'arrive
dans un service de cardio, puisqu'on m'avait dit d'aller dans un service de cardio, je comprenais pas tout. Et là, le surveillant qui arrive, un mec super sympa, le cadre, et qui me dit Ah, on n'attendait que vous, c'est super que vous soyez spécialiste de l'AREA. Bon, alors je vous explique. Du coup, demain, il faut que ce soit tout prêt, toutes les chambres transformées en réanimation. Il faut que vous fassiez de la formation aux infirmières, leur expliquer comment on aspire, vérifier les respirateurs, etc. Tatati tatata. Et là, Georges est là, tout petit, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme si je disais à Georges, mais c'est vraiment ça qui se passe. Georges, mais putain, mais voilà, tu vois, t'as vu où j'en suis là? Et toi, t'oses même pas dire qu'à un moment donné, tu sais pas faire quoi, en fait. Et, euh, et bien sûr que j'ose pas le dire parce que je me dis, si je le dis, mais il va être démonté, le mec, il pense qu'il a quelqu'un qui sait faire, c'est pas possible, quoi. Je suis complètement paniquée tout l'après-midi, je fais le tour du service, et en même temps, Tilali et Georges, je sens qu'ils commencent à combattre l'un contre l'autre, machin, dans ma tête, donc j'entends rien, toutes les consignes, enfin bon. Et je rentre en taxi le soir, j'ai la chance d'être logée chez mon cousin, qui m'accueille, c'est top, en plus lui, il n'est pas là pendant ce temps-là, voilà. Euh, et je me couche, et là je suis très mal et j'arrive pas à dormir. Et je me dis, si avant demain les souvenirs ne reviennent pas, vraiment, je suis emmerdée, quoi. Et je me mets à faire une séance de sophro. Il y a une technique en sophro où on peut faire revenir les souvenirs. Et je me dis, c'est la seule solution. Donc je me mets en état de relax et je me remets dans, tu vois, quand j'étais en réa, j'essaie de me rappeler des odeurs, des gens autour, des situations que j'ai eues, de tout le cadre visuel, etc. Et là, d'un seul coup, tout revient. Donc je me réveille, je note tout. Donc je fais la checklist qu'il m'avait demandé pour le lendemain. Alléluia, j'arrive en réa le lendemain et j'ai toute la checklist et tout est revenu. Moi, je me suis dit merci la sophro. Ça m'a bien aidé, quoi. Et là, je vis 3 mois de fou. Je vis 3 mois d'intensité de dingue. Je suis complètement azimutée. D'ailleurs, je fais des vidéos à l'époque où j'en vois un peu sur les réseaux. Je suis complètement azimutée. Quand je sors de l'AREA, évidemment, Georges est hyper nourri parce que, alors là, je te dis pas les montées d'adrénaline, parce qu'on fait des trucs de dingue, c'est de la médecine de guerre. On court de partout pendant 14 heures. On n'en sauve pas beaucoup. On en perd beaucoup le premier mois. Donc c'est hard. On fait ce qu'on peut. Ça unit beaucoup l'équipe. Je crée des liens incroyables que j'ai toujours aujourd'hui. C'est très fort. Et puis, donc ce service de cardio qui avait créé du coup un service de réa, du jour au lendemain, paf, ça s'arrête. Ils disent non mais maintenant on arrête tout. Et toi tu vas du coup aller en réa direct. Donc je me retrouve dans le vrai service de réa, donc je pétoche un peu. Et ça se passe bien. Je suis hyper bien accueillie là encore une fois. Et il y a quelque chose, quand j'y vais, je suis plus l'infirmière qui a besoin de prouver. Moi je suis en renfort. Donc je suis cool de ça et ça c'est pas mal. J'y suis avec qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que Georges, il y a Tilali qui est très là. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, ces soignants sont complètement lobotisés. Il faut absolument les aider, ils sont complètement épuisés. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de soignants qui ont perdu la vie là-bas parce qu'ils étaient complètement dans un état cata. Hein. Et je me dis, mais enfin, voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Et donc je me mets à leur faire des séances de sophro. Et donc c'est juste génial parce qu'il s'est organisé tous les midis, là, dans l'herbe. Il faisait très beau à cette époque, en mars, avril, là. Et du coup, voilà, l'appel à la sophro tous les jours qui ramène plein de soignants de Saint-Antoine. Et Georges est hyper content parce qu'il est reconnu, donc on me reçoit, on me dit que c'est génial ce que je fais, qu'il faut que je continue, tatati, tatata. Et donc en réa, quand j'arrive, c'est pareil. Et je m'autorise en réa, en vrai réa, parce qu'on a un vrai problème. On est quand même, les médecins sont très impuissants.
parce qu'ils ne comprennent pas comment se passe le Covid au début. Ils sont démunis. Et il y a une montée inflammatoire très forte à J8 et on ne fait pas du tout ce qu'il faut. On ne les traite pas correctement, mais on ne comprend pas sur le moment. Et du coup, ils sont un peu dévastés et impuissants. Et je les vois être impuissants, tous ces médecins. Et notamment impuissants sur une chose, c'est que les patients qui arrivent petit à petit en réa et qui sont intubés, comme ils ont vu de façon très hypnotique d'ailleurs, hein, à la télé, le nombre de morts associés aux images de la réa, ils pensent que quand ils sont intubés, ils vont mourir. Donc on les intube comme ça, mais sauf que quand on veut détuber quelqu'un, il se réveille comme il a été au départ. Et donc du coup, ils sont hyper angoissés et il n'y a pas un seul médicament qui fait qu'on peut arriver à les détuber de façon calme. Donc on les garde énormément de temps en réanimation et c'est juste catastrophique. Et là, je me dis, je vais leur proposer la sophrologie pour les patients. Et donc je commence à le faire et ça fonctionne. Et Claude, avec qui j'ai gardé des liens incroyables, qui a beaucoup témoigné sur ça après, et un des patients qui raconte que lorsque je l'accompagne, en fait, il n'y a que ça qui lui fait du bien pour calmer l'angoisse et qu'il arrive à se réveiller tranquillement. Et du coup, au deuxième confinement, on m'appelle uniquement pour ça. C'est-à-dire que je ne suis plus infirmière. Et enfin, j'arrive à être sophrologue uniquement en service de réanimation. Et ce qui est assez incroyable, tu me croiras si tu veux, mais jusqu'à ce que je revienne infirmière en réa Covid, je faisais un rêve, plutôt un cauchemar très souvent, où je me voyais en réa et où je revenais et où je me fâchais avec la cadre supérieure. Et voilà, et j'étais en réa et en fait en même temps il y a quelque chose qui me manquait et j'étais pas au fait de ça. Et ce rêve s'est arrêté du jour au lendemain à partir du moment où je suis revenue en réa. J'avais sûrement quelque chose à y refaire. Et donc, tu vois, voilà, cette expérience est juste dingue. Et après, du coup, pendant 2 ans, je retourne à Paris parce qu'il y avait une cadre sup assez extraordinaire aussi. Voilà, ça, c'est que des synchronicités. Qui était Joël, qui était en réa à Saint-Antoine, qui me permet de faire de la formation à beaucoup de soignants sur Paris. Et donc, j'y vais 2 jours par mois pendant 2 ans, les former aux techniques sophrologiques. Voilà, qu'elles utilisent toujours aujourd'hui, et déjà c'est bien. Bon, comme toute bonne chose a une fin, au bout de 2 ans, ça s'arrête. Voilà, mais ça a été une expérience, je crois, initiatique pour moi, parce qu'il y a aussi, je me souviens très bien que je pars sur le deuxième confinement. On m'appelle aussi pour les décès. Et j'arrive à accompagner les fins de vie avec la sophro. Et ça aussi, il y a quelque chose qui se passe d'assez extraordinaire dans l'accompagnement en fin de vie. Voilà, et où je pense que ça m'a permis d'aller beaucoup plus aussi apaiser cette partie de moi qui à un moment donné a vécu en état EMI, voilà. Donc là encore une fois, c'est autothérapeutique, je crois. Voilà ce que je peux dire là-dessus sur cette expérience incroyable du Covid. Ok. Et du coup, c'était 2020, Ouais. 2020. Et donc le congrès arrive très vite après parce qu'en fait, je crois que je reviens de l'expérience de Paris en me disant waouh, en fait, c'est hyper important de mêler les deux. C'est-à-dire que des fois, la médecine conventionnelle, même dans des moments les plus chauds, est complètement démunie et il y a besoin d'avoir des méthodes complémentaires de santé. Et je me mets à avoir envie de rêver que tous ces gens-là, il faut les mettre en lien. Parce que quand je suis à Paris, quand même, les internes,
quand même, on est en 2020, imagine, les internes ne savent pas ce que c'est que la sophro, quoi. Je leur apprends ce que c'est, quoi. Et je me dis, non, mais là, vraiment, quoi. Toutes ces méthodes, à un moment donné, faut les faire se rencontrer. Il faut que les gens se rencontrent. Il faut qu'on arrête d'avoir de l'ignorance là-dessus. Il y a des choses qui peuvent marcher. Il y a des écrits qui ont été faits. Je cherche plein de choses. Et bien sûr, et je vois que ça s'appelle la santé intégrative, que j'ai déjà entendu parler il y a déjà un moment. Et, parce que j'ai toujours eu envie aussi de créer un lieu, moi à Clermont, et j'y suis pas arrivée, à créer un lieu où tous ces gens se regroupent. Et je fais des essais, voilà, il y a des tentatives, mais ça marche pas. Et je me dis, ben, avant de créer un lieu physique, créons au moins un événement dans l'année. En plus de ça, j'ai quand même aussi l'expérience avec l'école Sophrocap d'aller beaucoup dans les salons pour promouvoir l'école. Et je vois tout et n'importe quoi. Donc des thérapeutes complémentaires qui tiennent hyper bien la route et d'autres au milieu de ça qui font n'importe quoi. Moi, encore une fois, Georges se réveille un peu et est un peu révolté par ça en me disant on arrive à créer quelque chose où ben voilà, on met en avant aussi les thérapeutes complémentaires. Parce qu'il y en a plein qui travaillent bien et qui peuvent être aidants. Et donc je crée ça. À l'époque, je suis dans un espace de coworking et du coup, je décide de louer tout l'espace pour un week-end. La première année, il s'appellera pas Congrès de la santé intégrative, il va s'appeler Sommet médecine douce et reconversion. Et puis jusqu'à l'amener jusqu'au Congrès de santé intégrative. Et là, pareil, il y a des rencontres incroyables, notamment une rencontre avec Joël Fleury, docteur Joël Fleury qui vient la deuxième année et avec qui c'est tout de suite une évidence au niveau professionnel. On a vraiment énormément de points communs et on partage les mêmes valeurs. Lui, il a créé en tant qu'oncologue l'Oasis des Dômes, qui sont des soins de support, donc où il fait beaucoup de santé intégrative déjà dans le cadre de l'hôpital, hein, de la clinique où il est, le pôle Santé République. Et voilà, et on se met à rêver encore un peu plus grand, etc. Et après, on se met à créer en fait une fédération qui s'appelle une fédération aujourd'hui, Overint, qui relie tout ce qui tourne autour de la santé intégrative, que ce soit des pôles physiques, que ce soit des initiatives, etc. etc. Et voilà, et en effet, cette année, ça sera la 4e édition du congrès en santé intégrative, bon, qui me tient très chaud. Il me tient tellement chaud que ça, c'est sûr que ce sera le dernier que je vais vraiment organiser, on va dire, que ce soit moi qui le porte. Évidemment, j'ai toujours envie d'être dedans, mais ce sera plus moi qui vais le porter les années prochaines. Et où, ben voilà, le congrès, pour moi, est un vrai moment hyper fédérateur de cœur à cœur et d'âme à âme. Il sera à Vulcania cette année, je suis très contente. Je suis très contente aussi que pour ce dernier congrès, c'est comme s'il y avait un peu une boucle voilà, qui suit ce chemin, là, tu sais, le 8 de l'infini, où j'ai l'impression que ça y est, là, c'est le 8 de l'infini qui va se terminer sur ça. On dit en numérologie qu'on en a 9, donc c'est une année vraiment de finition de cycle, tu vois. Et là, je sens qu'il y a ça qui est en train de se finir et où quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée pendant des années, que j'ai jamais pu rencontrer, par synchronicité de dingue aussi, j'ai rencontré cet été, c'est Yannick Noah qui sera le parrain. Maïli, cette femme qui m'a guidée, sera aussi là. Des gens vraiment qui ont compté pour moi, Jean-Étienne Bazin sera là. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait, voilà, se dire ok, il y a sûrement quelque chose d'autre qui va s'ouvrir, ça je pense aussi. Et voilà, et je pense que je n'ai pas fini d'être émue ce week-end-là à Vulcania, voilà, par rapport à tout ça. Et la fin d'un cycle, et oui, comme moi pour moi, tu vois, après la fin d'un cycle, il y a toujours l'ouverture à autre chose, évidemment. Bah merci à toi, Virginie. Merci à toi, C'était un Yanis. plaisir. Ouais, merci à toi. Trop cool. Et voilà, je crois que je suis un peu livrée sur Ah les bah, choses. c'est ce qu'il fallait. Tant mieux.